contrôle aux frontières et de surveillance des flux financiers dans le cadre toujours de la lutte contre le terrorisme. Le thème retenu cette année est l'Afrique face aux défis sécuritaires. Regard croisé pour des solutions efficientes. Pape Ousmane Cissé. De la paix et de la sécurité pour amorcer un développement durable en Afrique. Ces personnalités l'ont bien compris. Au menu des échanges au cours de ce forum, la question du terrorisme occupe une place importante. Le chef de l'État a tenu à faire la dichotomie entre l'extrémisme et l'islam. Le président Macky Sall a aussi dénoncé les manipulations de conscience opérées par les terroristes visant la jeunesse, qui constitue selon lui la proie la plus facile. Pour faire face à ces menaces persistantes, des réponses à tous les niveaux s'imposent. Pour le président Sall, il urge de mettre à niveau nos outils de défense. Ce forum a enregistré la présence de nombreuses personnalités militaires et politiques, dont le ministre français de la Défense. Le thème « L'Afrique face à ses défis sécuritaires, regard croisé pour des solutions efficientes » permettra à coup sûr de répondre efficacement à la menace terroriste. Sous l'annoncé en début d'édition, l'Union des magistrats du Sénégal dénonce la précipitation notée du côté de l'exécutif pour l'adoption par les députés des projets de loi sur la Cour suprême, le statut des magistrats et la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Selon son président, la prolongation de l'âge de retraite de 15 hauts magistrats à 68 ans est une décision prise à la va-vite et sans concertation. Maguette Diop déclare qu'une telle réforme est source de division de la magistrature et constitue une immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. N'est-ce pas, Kodenjaï? L'Union des magistrats du Sénégal a dénoncé ce qu'elle appelle une immixtion de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire. Maguette Diop et ses camarades ont élevé la voix pour fustiger la décision de l'État de prolonger à 68 ans l'âge de retraite de certains hauts fonctionnaires au nombre de 15. Selon ces magistrats, une telle décision constitue une source de division dans la magistrature. Nous pensons qu'une telle disposition, comme je l'ai dit tout à l'heure, concerne uniquement 18 magistrats sur 500 environ, et risquerait, si l'on y prend garde, de diviser la magistrature en deux blocs. C'est pourquoi le bureau exécutif de l'Union des magistrats sénégalais, soucieux de l'unité des magistrats et du renforcement de l'indépendance de la magistrature, en appelle, si besoin en est, au sens élevé des valeurs cardinales auxquelles la République du Sénégal est adossée. Il est certain que le vote de ce projet de loi, tel que présenté, plongerait à jamais la magistrature dans une situation de bipolarisation et constituerait un facteur de fragilisation et de domestication de la justice. L'UMS estime qu'une telle décision viole le principe de la séparation des pouvoirs, car le texte en question est rejeté par l'ensemble des magistrats. Il est curieux, alors que l'UMS, étant appelé par le gouvernement à dialoguer pour une issue heureuse de cette situation, de constater que ce même gouvernement et les députés veillent que cette réforme passe. Si tant est qu'on se soucie du respect du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs, ne devrait-on pas prendre en compte les aspirations du pouvoir ciblé, en l'espèce qui est la justice, au lieu de lui imposer une réforme? Doit-on justifier une telle réforme en faisant croire à l'opinion que chaque pouvoir doit rester dans son domaine? Le bureau exécutif de l'UMS juge infondé les arguments de l'État pour justifier une telle réforme. Il promet de faire face à toute tentative de fragilisation et d'affaiblissement de la justice, une justice minée par une crise, selon le président de l'Union des magistrats du Sénégal. En bref, le maire de Mermoz Sacré-Cœur annonce une plainte contre l'État. Cela fait suite au décès de 4 enfants après l'effondrement d'un mur dans sa commune. La mairie entend se constituer partie civile. Elle ajoute que l'État refuse de mettre la DSCOS à la disposition des localités. Barthélémy Diaz rappelle que la mairie avait saisi du matériel à 3 reprises car le propriétaire n'avait pas une autorisation de construire. Autre point évoqué en titre, la pénurie d'eau dans Dakar et sa banlieue. Dans certains quartiers, les habitants vivent un véritable calvaire. Selon eux, cela fait presque 3 jours qu'ils n'ont pas d'eau. La SDE parle d'une défaillance survenue dans la station de Keur Mamarsar et assure que la situation reviendra bientôt à la normale. Malgré ces assurances, les populations souhaitent que des mesures définitives soient prises afin qu'elles n'aient plus à supporter cette situation. Adiara Bonardi était du côté de Bentali et de la cité Bissap. Regardez.
quartier de Dakar et de sa banlieue souffrent d'une pénurie d'eau depuis 48 heures. À l'origine du problème des défaillances survenues à la station de Keur Momar Sarr, aux HLM, Cité Bissap et Ben Tali, trouver le liquide précieux est un véritable parcours du combattant, une situation stressante vécue par la population qui interpelle les autorités. À Cité Keur Bissap, il n'y a pas d'eau. On est obligé d'aller dans les autres localités pour s'en procurer. C'est comme ça depuis longtemps au Sénégal. Déjà, on ne nous a pas prévenus pour cette coupure. C'est ce que je déplore le plus. Si on l'aurait su plus tôt, on aurait pris nos dispositions. On le vit très mal. Quand on se réveille, on ne peut pas se doucher. Les enfants qui doivent aller à l'école, c'est tout un problème pour les préparer. On ne leur donne même pas le petit déjeuner. On va jusqu'aux HLM pour essayer de trouver de l'eau. Durant cette période de manque d'eau, c'est l'insalubrité des maisons qui devient la première conséquence directe. Avant de déteindre sur le travail, le robinet La Seine à présent dans le quartier depuis près de 10 ans en est la parfaite illustration. Aucune goutte d'eau dans les réservoirs. Très remonté, il déplore la situation. Je suis le gérant du robinet La Seine et je vous dis, depuis 4 heures du matin, je suis là, il n'y a pas une goutte d'eau. Il faut vraiment qu'ils nous aident. On est trop fatigués, les femmes surtout, elles vont partout pour essayer de trouver de l'eau. Dans ce pays, on ne mange pas à notre faim, on ne boit pas, c'est grave même. Si on ne mange pas, mais le minimum c'est de boire, prendre sa toilette, c'est une nécessité pour un être humain. On veut que le président Macky Sall nous aide. Vraiment, avec ces coupures d'eau, c'est très difficile le matin. Surtout quand tu veux préparer tes enfants pour aller à l'école. Nos mamans ont tellement fait des va-et-vient qu'elles ont mal à la poitrine. On ne se douche pas, les toilettes ne sont pas nettoyées. Tout ce secteur manque d'eau. Toutefois, la SDE a mis en œuvre un système de camions-citernes qu'elle est en train de déployer au niveau des quartiers touchés, ceci afin de limiter les désagréments. Adjara Bonardi, vous l'avez dit, cette pénurie d'eau à Dakar et sa banlieue est causée par des défaillances techniques à l'usine de Keur Momar Sarr. Selon le directeur de la communication de la Sénégalaise des eaux, des camions-citernes sont déployés dans les quartiers pour soulager les populations. Ndiaye Diop est joint au téléphone par nos confrères de Sorna FM. Ce qui se passe, c'est que l'usine de Keur Momar Sarr est à l'arrêt à la suite d'une tentative de reprise, puisque tous ces derniers 48 heures, nous avons connu une instabilité dans la fourniture de l'électricité. Il s'est trouvé que cela a pu avoir des conséquences sur le système de l'ouvrage, et c'est ce que nous sommes en train de diagnostiquer et de réparer à l'instant même où nous vous parlons. Je vous mentirai si je vous donne un délai, puisque les techniciens sont en train de s'affairer autour de l'ouvrage pour essayer de remettre en service le plus rapidement possible. N'ayant pas encore le retour de ces techniciens, je ne pourrai me permettre d'avancer un délai dans un sens ou dans un autre. Le ministre de la fonction publique ne digère pas les retards de fonctionnaires. Viviane Bampassi l'a fait savoir face aux députés. Des citoyens interpellés donnent leur point de vue. Certains demandent des sanctions afin de donner l'exemple. D'autres soutiennent qu'il faudrait d'abord déterminer les motifs de ces retards avant de prendre ces sanctions. Un sujet de Ababakar Sadertop. Les retards observés chez les fonctionnaires dans leur milieu professionnel ne laissent pas indifférent le ministre de la fonction publique. Viviane Bampassi annonce des mesures draconiennes. Une décision appréciée par bon nombre de personnes. Le retard n'est pas bon. Ça manque de citoyenneté. Il faut respecter le travail. C'est la moindre des choses. Comme ça, on gagne mieux son pain. En toute connaissance de cause, on est tranquille. On doit normalement les sanctionner, mais il faudrait qu'il y ait une large concertation car il y a des retards qui sont dus à des empêchements. N'importe quel moment. Oui, mais il faut mettre des sanctions, sinon les gens ne vont pas travailler. On est là pour faire le travail. Il y a trop de retard qui perturbe le fonctionnement de l'administration. Donc, il faudrait sanctionner si c'est la méthode qui s'impose.
Tandis que d'autres considèrent que beaucoup de retards sont dus aux difficiles conditions des fonctionnaires, lesquelles conditions sont parfois synonymes d'empêchement. Il faut qu'on en parle parce que tu ne peux pas te dire que tu dois être ponctuel chaque jour. Nous les élèves, on s'absente des fois pour les cours. Les travailleurs n'en parlons même pas. Tu peux être malade ou avoir un empêchement. Donc, à mon avis, on doit juste trouver un arrangement pour avoir un terrain d'entente. Lors de son passage à l'Assemblée nationale, le ministre de la fonction publique a fait savoir que désormais les retards ne seront pas tolérés. Décision qui entre dans le cadre de la réforme de l'administration sénégalaise. Un mot de politique dans ce journal. Le chef de l'État, Macky Sall, a reçu l'opposition au palais pour discuter du processus électoral. Vous le savez, l'honorable député Seydina Fall estime que cette rencontre est d'une importance capitale pour un climat politique apaisé. Il a également salué la décision prise par les autorités étatiques d'augmenter les commissions de confection des nouvelles cartes d'identité biométrique. Seydina Fall s'exprime au micro de Abdoulaye Wanyanga. C'est extraordinaire, tous les Sénégalais sont au courant de ce qui se passe. Donc le président de la République, il a fait ce qu'il doit faire. Mais l'opposition, bon, au Sénégal, bon, il y a des leaders qui sont courir, comme Malick Gakou, Pape Diop et Abdou Mbaye. Ce ne sont pas des responsables politiques. Malick Gakou, Abdou Mbaye, surtout Malick, il ne peut pas voir Macky Sall parce qu'il a été ministre 2 fois. Il n'a rien fait. C'est pour cela que je disais que Malick Gakou, il ne fait pas le poids pour nous. Bon, les élections, nous sommes prêts pour les élections. J'en suis sûr que si on allait les élections, j'en suis sûr que si on va à les élections, quelle que soit la situation, on va les gagner. Les cartes biométriques? Non, tout est OK. Tu sais que le président est en train d'augmenter les commissions. Donc, bon, les Sénégalais vont Et nous changeons de registre. La rédaction de la DTV vous plonge ce soir au cœur d'une intervention chirurgicale. Cela se passe au niveau du bloc opératoire de l'hôpital général de Grand-Yoff. Nos reporters ont assisté à plusieurs opérations effectuées par une ONG italienne. Ces enfants souffraient de malformations du visage. Après plusieurs échecs dans le traitement des malades, les parents ont eu satisfaction aujourd'hui. Un dossier de Lustina Sagna. L'hôpital, le lieu qui fait peur, le bloc opératoire, l'endroit qui fait paniquer. Ils sont plus de 30 enfants sénégalais, tous âgés de moins de 5 ans, à bénéficier d'une opération des pathologies malformatives de la face et des déformations du visage. Emergencia Sorissi vient à leur secours. Nous sommes arrivés ici pour la première mission dans le Sénégal, pour partager l'expérience avec les médecins de l'ONU Sénégal et pour participer avec notre expérience, notre organisation pour l'évolution de la santé dans les fentes palatines et fentes labiales. Elle est jeune et malade, couchée sur cette table opératoire et elle s'appelle Mariama Djan. À 2 ans, 3 mois seulement, la petite Mariama a déjà subi une opération qui a échoué. Malgré son jeune âge, elle connaît déjà la douleur et souffre d'une fente labiale. Dr Fabio a fait le nécessaire. Il est venu avec un fente labiale secondaire. Il a été opéré ici 2 mois avant et il a ouvert totalement. Et ça, c'est un sujet secondaire, c'est plus difficile, mais je crois que le résultat il a été très bien. Une opération réussie, un soulagement pour les parents. Cette maman n'en revient pas. C'est au moment où elle n'y croyait plus que son problème a trouvé solution. Je suis très contente et soulagée. En fait, j'y croyais plus. Après la première opération qui a échoué, j'ai fait le tour des hôpitaux de CTO à Fan, passant par Diamniadio. Là, je prenais juste 1 mois de répit afin de réunir la somme que le médecin m'avait demandée. Et c'est dans ces moments difficiles que j'ai entendu à la radio que des Italiens viendront opérer des enfants à Dakar souffrant de malformations du visage. Et j'ai sauté sur l'occasion. Si Madame Dien est soulagée parce que l'opération de sa fille a réussi, Ndeye Gueye, elle, reste stressée. Son fils doit rentrer au bloc dans quelques heures. Il souffre d'une fente palatine. J'ai décelé la malformation depuis les premiers jours de sa naissance. J'ai fait beaucoup d'hôpitaux.
Mon fils a déjà subi une opération à Albert Royer sans succès. J'ai payé des centaines de mille, sans compter les ordonnances et le transport. Je suis à bout. C'est vraiment très difficile. Avoir un enfant malade ou handicapé n'est pas une chose facile, d'autant plus que le devoir du bon parent est de tout faire pour le bien-être de son enfant, à en croire à Ndeye Marie Ndiaye. Je demande aux parents de ne pas perdre espoir et de soutenir leur enfant malade. C'est leur devoir. Docteur Fabio, chirurgien spécialiste dans les pathologies malformatives du visage, explique la fente labiale, ses causes et manifestations. La fente labiale, la fente palatine a beaucoup d'origines, et principalement pour la prévention, c'est avec l'implémentation de l'acide folique, avec le follow-up, le suivi, la gravidez, pour prévenir l'infection. Et il y a encore une génétique qui est responsable pour un petit pourcentage de malformations. Merci Lucina Sagna. Intéressons-nous à présent aux maladies cibles des OMD et l'Ebola. Des cours de renforcement de capacités ont été institués en février 2015 pour donner l'opportunité aux spécialistes de cette frange d'être plus performants dans le système. Avec des maladies émergentes, il est nécessaire que les différents acteurs de la santé humaine, animale, s'allient pour faire face aux épidémies. C'est déjà l'objectif du concept de One Health qui sera présenté durant les travaux. Durant 5 jours également, 30 médecins seront formés pour l'atteinte de l'OMD6 à travers une prise en charge médicale adéquate. Ndeye Fatimlo nous en dit plus. Plus de 2 millions de personnes meurent chaque année à cause du VIH-Sida, du paludisme et de la tuberculose. 80% de ces décès sont enregistrés en Afrique et s'y ajoute qu'aujourd'hui l'on assiste à l'émergence de nouvelles maladies telles que Ebola et Zika. Ces cours ont été initiés pour que ces spécialistes diplômés aient des connaissances et techniques pour être plus performants dans les systèmes de santé pour faire face à ces pathologies. Nous avons fait beaucoup de progrès, mais il reste encore des choses à faire. Et le deuxième volet, vous vous rappelez tous, la maladie à virus Ebola. Donc, nous ne sommes pas derrière des phénomènes de ce genre, avec une possibilité d'émergence de maladies qu'il faut pouvoir gérer immédiatement, puisque quand on perd la gestion de départ, on a presque perdu la bataille. Et pour cela, nous devons donc former les praticiens. L'innovation de cette 4e session est la présentation de On Health. Initié depuis 2008, ce concept vise à ce que les acteurs de la santé humaine, animale et environnementale s'unissent pour une riposte adéquate face aux épidémies. 75% des maladies émergentes proviennent de maladies qui initialement étaient chez l'animal. Aujourd'hui, on construit des villes dans des forêts, il y a une déforestation, ça fait qu'on chasse les animaux qui existaient et ces animaux vivent à proximité des hommes et cela peut entraîner des échanges d'agents pathogènes et tout cela complique donc la prise en charge de ces maladies infectieuses. C'est pourquoi les gens ont pensé qu'il fallait une seule santé. La formation médicale continue devient aujourd'hui une exigence pour une médecine de qualité. Pour cette 4e session, 30 médecins du Sénégal, du Mali, du Burkina et du Bénin vont être formés pour atteindre les OMD qui visent à éradiquer les maladies cibles et améliorer durablement la santé et les conditions de vie des populations. Dakar abrite à partir de ce lundi le colloque de géologie du programme international de géosciences. Une première au Sénégal, cette réunion se veut une plateforme de débat et d'échange entre acteurs sur les enjeux et perspectives de la recherche géologique. Pour cette édition, les discussions seront articulées sur la problématique de la géodynamique et les minéralisations des formations les plus anciennes de la planète pour un développement durable, nous dit Djibi Sardjouni.
discuter sur les enjeux et perspectives de la recherche géologique dans la connaissance et l'exploration des ressources minérales à l'échelle nationale et sous-régionale. Tel est l'objectif de cette rencontre scientifique d'une envergure internationale. Ce colloque permet aux participants de revoir les derniers développements dans le domaine des mines. Ce colloque va permettre donc aux participants, n'est-ce pas, de pouvoir donc plus ou moins mettre en exercice leur connaissance dans ce domaine pour essayer plus ou moins donc de faire l'inventaire, n'est-ce pas, des réserves donc minérales du Sénégal, mais aussi essayer de participer à la cartographie donc de ces différentes ressources minières, n'est-ce pas, en vue donc de participer quelque part au développement de ce pays. Le Sénégal est un peu en retard dans la minérisation de ses ressources. Ainsi, le gouvernement a pris des dispositions avec les acteurs de ce secteur pour mieux maîtriser ses ressources. Là où nous avons aujourd'hui une production peut-être sur ce qu'on appelle l'industrie de l'or de 6 à 7 tonnes par an, nous voyons des pays voisins qui sont à près d'une quarantaine de tonnes d'or. C'est déjà une différence, mais je pense qu'aujourd'hui nous sommes quand même sur le chemin avec les nouvelles dispositions qui ont été prises d'abord pour nous permettre de mieux connaître nos ressources. Le président de la République a non seulement décidé de la création d'une direction de la prospection et de la promotion minière, mais a retenu lors du dernier passage du code minier qu'une partie de l'ensemble des redevances que nous récupérons du secteur minier soit directement dédiée à la recherche et à la promotion. Ça, c'est déjà un pas très important qui nous permettra, nous, de mieux nous préparer, de mieux connaître ce qui est dans notre sous-sol. Parce que si on ne le connaît pas bien, si vous ne connaissez pas bien ce que vous avez, vous le négociez difficilement. Durant 10 jours, les participants à ce colloque vont discuter relatives aux ressources minérales, le développement durable, la géodynamique et les minéralisations. Pour rappel, le programme international de géosciences est une initiative qui vise à regrouper des scientifiques du monde entier afin de partager et d'essayer d'améliorer le secteur minier. La dernière page de ce journal consacrée à la menuiserie Made in Sénégal. Elle n'a plus la cote dans le pays. Le secteur souffre de la préférence des Sénégalais du mobilier importé. À cela s'ajoute la non-qualification des jeunes menuisiers, le manque de financement, de sites, de protection sociale, entre autres. Les acteurs demandent au gouvernement de se pencher sur le secteur. Ils le considèrent comme un pilier de l'économie sénégalaise. Un sujet de Fatou Bintou Diagne. Sont nombreux les menuisiers qui fabriquent des meubles et tirent leur subsistance en travaillant le bois. Malheureusement, depuis quelques années, la corporation se plaint de l'engouement des Sénégalais envers les meubles importés. Maintenant, le travail ne nourrit plus son homme. On utilise le bois Djibouti et cela coûte excessivement cher. En plus, les Sénégalais ont faible envers les meubles importés. Les meubles importés nous causent énormément de problèmes. À chaque fois, les clients nous appellent pour les réparer. Ils sont plus accessibles, mais pas solides. Les menuisiers sont confrontés à de nombreuses contraintes. La profession fait l'objet d'abandon faute d'une bonne formation et d'un encadrement adéquat. Maintenant, les enfants ne vont plus s'attarder dans les ateliers. Ils sont pressés, mais aussi il n'y a pas une commande suffisante pour qu'ils aient une bonne formation. Les autorités étatiques ont annoncé qu'une partie de la commande publique concernant le mobilier de bureau va être réservée aux locaux, mais cette mesure tarde à se matérialiser. On attend des autorités qu'elles respectent leurs engagements. Cela va nous permettre de souffler un peu. On attend toujours. J'étais dans une association, mais il n'y a rien de concret. On ne sait même plus à quel sens se vouer. Ces menuisiers invitent les autorités à agir et qu'elles n'oublient surtout pas que le développement rime avec consommer local, et ceci dans tous les secteurs de l'économie. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique. L'info continue sur la DTV avec BBC Info. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.
La 3e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique se tient du 5 au 6 décembre 2016 au Centre international de conférences Abdou Diouf dans la nouvelle cité de Diamniadio. L'Afrique face à ses défis sécuritaires, regards croisés pour des solutions efficientes, experts, universitaires, hauts cadres militaires, acteurs de la société civile, officiels de haut rang, intellectuels débattront sur ce thème lors de plénières, panels et conférences parmi lesquels la rencontre de haut niveau des chefs d'État. La séance d'ouverture est prévue le lundi 5 décembre à 9h30. Elle sera présidée par le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk téléspectateur DTV ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di feddali suñu kóllëre ak suñu cofeel ci yéen ñi ngi fii ci waaw